Parmi les points que le président a abordés et que nous allons essayer d'analyser les uns après les autres, en compagnie de mes invités et de notre correspondant d'habitude à Bruxelles, mais là à Strasbourg, Hugues Baudouin, je vous propose de regarder et d'écouter cet extrait du discours du président concernant l'euro. Nous devons réfléchir à la place de notre monnaie, l'euro, dans le monde. Elle ne peut fluctuer selon les humeurs du marché. Une zone monétaire doit avoir une politique de change, sinon elle se voit imposer une parité qui ne correspond pas à l'état réel de son économie. Il ne s'agit pas, dans ce propos, d'assigner de l'extérieur un objectif à la Banque centrale européenne, qui est indépendante, mais d'engager l'indispensable réforme du système monétaire international. Voilà, et on va rejoindre tout de suite Hugues Baudouin qui est l'anti-Depardieu, car il a quitté Bruxelles pour venir à Strasbourg suivre l'allocution du président. Quelles sont les réactions à ce discours que vous avez pu glaner pendant l'heure du déjeuner ? Les réactions, je veux dire, ont été assez positives dans un premier temps parce qu'on attendait effectivement un discours très pro-européen de la part du président français. Vous savez que ce discours était très attendu depuis l'élection de François Hollande il y a à peu près 9 mois. François Hollande ne s'était pas exprimé véritablement sur sa vision européenne, sur son projet européen, alors que d'autres leaders européens l'ont fait. Donc une première satisfaction. Puis vous savez, les parlementaires européens sont toujours très contents qu'on vienne les voir, qu'on vienne les flatter et qu'on vienne débattre avec eux. Car vous savez, la tradition ici, c'est que les interventions des chefs d'État ne sont jamais suivi d'un débat. Nicolas Sarkozy avait cassé cette solennité d'un autre âge en acceptant de se jeter comme cela dans l'arène européenne. Et François Hollande n'est pas revenu là-dessus. Il a aussi, lui, accepté ce débat avec les parlementaires européens. Donc je dirais sur la forme, beaucoup de satisfaction. Sur le fond, par contre, beaucoup, je dirais, de scepticisme et des réactions assez dubitatives, notamment sur les différents registres que le président a évoqués. Le premier, c'est sur sa vision de l'Europe. Il a donné des gages à peu près tout le monde, très critique vis-à-vis du bilan de l'Europe, reprochant à l'Europe de n'avoir pas tenu les promesses des pères fondateurs, l'accusant de ne pas avoir su faire face aux défis de la pauvreté, de la précarité, de s'être embourbé dans les égoïsmes nationaux, de ne pas avoir tiré les leçons de la crise de la zone euro. Je dirais donc des gages nettement à gauche ou voire pour les eurosceptiques, mais dans le même temps, il a donné des gages à ceux qui demandent plus d'Europe. On l'a senti disposé à ouvrir les discussions avec Angela Merkel, qui il y a 2 mois, dans son grand discours européen à Bruxelles, avait demandé à l'Europe de faire un pas vers plus de fédéralisme, vers plus d'intégration politique, économique et budgétaire. François Hollande a semblé disposé à ouvrir cette discussion en mettant sur la table un nouveau concept, celui d'Europe différenciée. Et c'est là que les difficultés commencent, car personne ne sait très bien ce que se cache derrière ce nouveau concept d'Europe différenciée. Il a dit que ce n'était pas une Europe à la carte, cette Europe à la carte qui existe déjà dans les faits, et il n'a pas voulu donner de clarification. Donc je dirais, on a eu beaucoup d'observateurs cet après-midi qui sont sortis de cette intervention, je dirais, avec moins de clarté qu'ils n'y sont entrés ce matin. Merci Hugues. Ça c'est assez européen, Jean-Dominique Giuliani. Ce point de vue-là, le label européen peut être accordé à François Hollande. C'est un coup bas. Non, en réalité, on reste toujours un peu dans le même discours, n'est-ce pas? Quand on voit un chef d'État de gouvernement s'en prendre à l'Europe, en fait, il s'en prend à lui-même, n'est-ce pas? Parce que l'Europe, c'est quoi? Ça reste des nations souveraines, et donc il y a une responsabilité collective. D'ailleurs, il a souligné que l'intérêt national avait tendance à prendre le pas, en cette période de crise, à l'intérêt supranational européen. Il a parfaitement raison, et c'est un recul de l'esprit de coopération en Europe, qui s'est d'ailleurs accentué dans la crise, mais qui avait commencé bien avant, et qui est très préoccupant. Alors après, sur la vision qu'il développe, etc., et évidemment, je comprends que les parlementaires qui sont en train de légiférer sur des sujets très précis attendent davantage, peut-être, de précision ou d'orientation de la France. Pour l'instant, on n'a pas encore une véritable idée de la vision européenne de François Hollande après ce discours. Je crois que ça n'a pas clarifié vraiment sa vision et la politique européenne de la France. On voit bien qu'il ménage à la fois les différents camps, ceux qui sont pour la rigueur, ceux qui sont les keynésiens pour la relance, par la dépense, qui est d'ailleurs une position minoritaire aujourd'hui en Europe, donc il est extrêmement prudent.
mais il n'y a pas, je crois, vraiment une position française, une prise de position, sauf peut-être sur l'euro, mais c'est rappeler le problème plutôt qu'apporter la solution. Jean-Michel Quatrebois, c'est ça, quand le président dit qu'il veut une politique de change pour la zone euro, il bute immédiatement, il le dit lui-même, sur le statut de la BCE. Non, pas seulement sur le statut de la BCE, sur la position de l'Allemagne et de la plupart des pays de l'ex-zone marque. C'est-à-dire qu'avec un euro fort, ça ne gêne pas l'Allemagne. Il faut le savoir. Et en revanche, ça gêne les pays du Sud et ça gêne la France. Aux téléspectateurs, pourquoi ? Parce que l'Allemagne a toujours eu une politique basée sur la fabrication notamment des sous-ensembles dans des zones monétaires à bas coût. Et ça a été pour eux le pari de l'élargissement de l'Europe. L'Allemagne a parfaitement profité et a su, ces groupes industriels ont su profiter des nouveaux arrivants. Des nouveaux arrivants. Donc ils ont délocalisé la fabrication des sous-ensembles. Avant, ils faisaient fabriquer d'ailleurs une partie de leurs sous-ensembles en Allemagne de l'Est. Et ça rentrait free of tax, dans le cadre du traité de Rome, ça rentrait en Allemagne de l'Ouest. Avec l'élargissement, ils ont fait fabriquer en Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, etc., Pologne, leurs sous-ensembles, qu'ils rapatrient ensuite en Allemagne, où ils finalisent la valeur ajoutée. Et en plus, ils ont une politique de niche de produits haut de gamme, où le facteur prix est moins important que pour les produits bas de gamme. C'est toute la différence avec la France, d'ailleurs, où nous avons privilégié, en même temps, une politique de low cost. Alors, les Allemands, en plus, ont serré leur consommation intérieure au profit de l'investissement. Et c'est vrai que depuis 15 ans, leurs groupes se sont fait une santé et ont progressivement récupéré et accru leur part de marché. Et aujourd'hui, on dit généralement que l'Allemagne peut supporter un euro jusqu'à 1,53 $. D'ailleurs, quand l'euro est monté à 1,64 $, il y a 2 ans et demi, la Bundesbank a fait savoir qu'elle voulait que l'euro baisse. Et l'euro a baissé. Et un euro à 1,35 comme c'est le cas aujourd'hui ne la gêne pas. En plus, comme elle importe de l'énergie, donc ça lui fait un coût moindre. En revanche, pour la structure industrielle française, ça peut être catastrophique. C'est terrible, sans parler des pays du Sud. Donc, nos positions sont divergentes. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Et je dirais qu'on a pensé longtemps que l'euro était la solution. Moi, j'en arrive à penser que l'euro est le problème. François Di Salvo, on vous doit un livre, La Grèce à l'heure du décrochage européen, qui est un livre, j'allais presque dire un docu-fiction, puisque vous partez quand même de cette hypothèse qu'on a agitée ici, mais qui s'est éloignée dans les faits du décrochage de la Grèce. Et vous essayez d'expliquer pourquoi finalement ça aurait très bien pu se faire. Oui, tout à fait. J'explique comment cela aurait pu se faire. Et finalement, mon discours est surtout de ne pas dire que la Grèce doit sortir de l'Union européenne. Ce serait une grossière erreur, puisque finalement, la Grèce est parvenue, malgré beaucoup de choses qu'on peut lui reprocher, elle est parvenue à s'intégrer dans un système, à faire en sorte d'exister par elle-même aussi dans un système beaucoup plus important. Aujourd'hui, la Grèce ne doit absolument pas sortir de l'Union européenne, parce que faire sortir la Grèce de l'Union européenne, c'est mettre en danger ce pourquoi, justement, les pères fondateurs et puis tous ceux qui sont venus par la suite, jusqu'en 2007, tous ceux pourquoi ils se sont battus, finalement. Mais alors, est-ce que c'est possible ? On voit bien l'intérêt politique, l'intérêt de paix, enfin, ces grandes idées qui ont été la base de la construction européenne. Mais est-ce que c'est possible de rendre ça cohérent avec ce que Jean-Michel vient de nous expliquer, à savoir une tension de plus en plus grande entre des intérêts économiques totalement divergents ? Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la France, ni la Grèce, a fortiori, ont les mêmes intérêts que l'Allemagne. Tout à fait. Mais aujourd'hui, moi, je vois ça surtout du point de vue de l'intégration. Alors, sans rentrer dans les détails qui sont économiques, parce que finalement, lorsqu'on parle de l'Europe, il y a deux choses. Généralement, on parle de l'Europe lorsque tout va mal. C'est un fait du politique, où on parle de l'Europe lorsqu'il y a besoin d'argent et besoin de fonds structurels. Après, dans tous les discours que l'on peut avoir autour de nous, depuis, on va dire, bientôt, si mes calculs remontent, ça fait 20 ans, depuis 1993, aujourd'hui, les discours ont plutôt tendance à ne jamais parler d'Europe, et à n'utiliser l'Europe que comme un moyen pour faire autre chose. Moi, à mon sens, l'Europe existe déjà, on va dire, la belle Europe, c'est-à-dire cette Europe moderne ou post-moderne, qui à mon sens, existe depuis Maastricht, existe, et non seulement elle existe, mais elle a un vécu. Bon, elle peut avoir tous les défauts du monde, mais elle ne peut surtout pas être caractérisée de tous les maux. C'est un horizon indépassable, Jean-Dominique Giuliani. Je sais que vous allez me dire oui. Non, ça dépend comment on considère les intérêts nationaux, n'est-ce pas ? Moi, je ferais différemment. Il y a le court terme et le long terme.
dans le moyen et long terme, on voit bien que le continent européen a vocation à s'unifier. Alors, on sait bien que ça ne se fera pas naturellement parce que nous avons une longue histoire, nous avons des pratiques différentes, des économies différentes, mais on sait bien aussi que la raison, c'est d'aller vers cela. Or, on s'est arrêté. Depuis 20 ans, on s'est arrêté pour des raisons politiques. Milieu du gué. On s'est arrêté au milieu du gué, donc, et on voit bien que François Hollande est gêné aux entournures, n'est-ce pas? On voit bien qu'il est gêné sur le plan intérieur, comme sur le plan extérieur avec ses partenaires qui sont gênés, Cameron, Merkel, tout le monde est gêné, tout le monde a des élections. Mais... Or, si on est capable de dépasser les petits intérêts évidents du moment, là, on retrouve la maîtrise de notre destin, y compris sur le plan monétaire, y compris sur le plan politique. Alors, je sais, c'est facile à dire et difficile à faire, Non, mais il y en a qui l'ont fait avant nous. Oui, mais c'est qu'il y a 20 ans, il y a eu un grand changement. C'est-à-dire qu'il y a eu la réunification allemande et l'effondrement du bloc soviétique. Et que ça a complètement rebattu les cartes. Avant, la France occupait la place centrale dans le dispositif de l'Europe. Elle était géographiquement la mieux placée. Elle était au carrefour des voies de communication de l'Europe. Avec la réunification et l'élargissement à l'Est, c'est l'Allemagne. L'Europe s'est décentrée. L'Europe s'est décentrée. Vis-à-vis de nous, en tout cas. J'ai relu des ouvrages de notre confrère Georges Valence ou de Griotret 10 ans plus tard. Ils avaient très bien vu, il y a 20 ans et il y a 10 ans, ce qui allait se passer. Et ça s'est passé, effectivement. Le déplacement du centre de gravité. Exactement. Et c'est l'Allemagne qui a aujourd'hui l'avantage géographique. Et ça, c'est très important. Plus l'avantage démographique, puisque même s'ils ont une fertilité moindre que la nôtre, il reste qu'ils ont 20 millions d'habitants en plus. Et donc, ça pèse dans le poids au Parlement européen et ça pèse d'une façon générale. Donc, l'Europe s'est déplacée. Et quand François Hollande parle d'une politique de change, il rappelle la position française. Il parle de la politique de défense. On trouve qu'effectivement, nos amis européens ne nous aident pas beaucoup. Et c'est vrai, mais nous sommes les seuls à avoir une vraie politique de défense, à avoir une vision de la défense européenne. De la même façon, de la diplomatie. Nous sommes les seuls quasiment à avoir une diplomatie. Une vision européenne de la défense française, oui, ou une vision française de la défense européenne. Oui, mais parce que nous avons, en tout cas dans les 17, et la force de frappe, et que nous faisons un effort de défense. Les Allemands ne veulent pas, pour des raisons qui leur sont propres, qu'on peut parfaitement comprendre, mais ils ne veulent pas que l'Europe ait une vraie politique de défense. Ils veulent bien vendre des armements, mais ils ne veulent pas qu'on ait une politique de défense. Et il a rappelé aussi sur l'harmonisation fiscale. Mais alors à ce moment-là, il faudrait que la France baisse considérablement le poids de sa fiscalité. Or, les autres ne veulent pas baisser le poids de la fiscalité. Hugues Baudouin, vous voulez intervenir dans ce débat, toujours de Strasbourg. Oui, Jean-Dominique Giuliani évoquait justement cette contradiction entre les intérêts nationaux et l'intérêt général européen. On l'a vu ce matin dans le discours de François Hollande. Cette ambiguïté était dans son discours même. Quand il a évoqué la question des perspectives financières, de cette discussion qui va avoir lieu en fin de semaine à Bruxelles sur le futur cadre financier européen pour les 5 prochaines années, il a d'une part dit qu'il ne ferait aucune concession sur les grandes politiques européennes, que toutes les politiques européennes étaient prioritaires à son sens et qu'il ne souhaitait pas enlever 3 € là pour les rajouter ici. Et qu'il n'accepterait pas les revendications d'un certain nombre de dirigeants européens déraisonnables, a-t-il dit, qui souhaitaient couper abusivement le budget européen. Et dans le même temps, sentant bien les pressions qu'il y a sur la France, notamment concernant la politique agricole commune, il a mis un chiffre sur la table, celui de 960 milliards d'euros, et ce chiffre est en deçà de ce que va proposer jeudi le président du Conseil, Herman Van Rompuy. Donc on voit là aussi le président de la République, pour sauver la PAC, prêt à faire des concessions sur d'autres politiques, mais sans dire sur quoi il va faire ses concessions, tout en maintenant le principe d'une grande ambition pour ce projet européen. Donc les ambiguïtés, elles étaient dans le discours même ce matin, ce qui a suscité, je le disais déjà tout à l'heure, un certain nombre d'interrogations et de scepticisme chez les parlementaires européens qui avaient l'impression d'avoir un bon avocat avec François Hollande disant qu'il souhaitait un projet européen, un budget européen ambitieux, et qui, dans son discours, se dit déjà prêt à faire des concessions sur des politiques essentielles. François Di Salvo. Oui, vous disiez justement projet européen ambitieux. Moi, j'aurais bien aimé qu'on ait déjà ne serait-ce qu'un projet européen qui tienne la route. Et aujourd'hui, hélas, lorsque j'entends ce qu'a dit par exemple François Hollande, si je synthétise, je me dis que finalement, ne compte que 2 choses, l'économie, la finance. Et le reste, la vie des citoyens, la vie démocratique et la vie, en 2 mots, la vie, plus loin la vie, cette vie-là n'existe pas, quoi. Le citoyen est toujours le dernier à être informé, consulté, et finalement, aujourd'hui, moi ça me fait penser à quelque chose. Il y a moins de 15 jours, j'étais au Comité économique et social européen, donc à Bruxelles, et nous avons débattu justement sur une question qui est très chère à l'Europe et qui est chère à la Commission européenne. Et notamment, c'est ce que soutient Viviane Reding, qui est commissaire européen, c'était justement
justement de se poser la question de comment faire pour que l'Europe soit de plus en plus proche des citoyens. Parce que finalement, depuis 20 ans, tout le monde s'en désintéresse. On va dire que finalement, là aussi, le politique s'en est bien mêlé pour dire, finalement, ne vous occupez pas de choses qui ne vous regardent pas, ou du moins que vous ne savez pas trop comprendre, etc. Et la question est de dire, justement, comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens se réapproprient cette notion d'Europe ? Jean-Dominique Giuliani était présent dans le discours du président ce matin où il a dit finalement, après avoir en quelque sorte été dans une situation de grande méfiance et de défiance vis-à-vis du monde de la finance au moment de la crise, les opinions publiques commencent à avoir une défiance sur les institutions européennes elles-mêmes. Oui, Et c'est exact. alors c'est vrai aussi que les politiques sont pour coup responsables puisque ils mettent sur le dos de l'Europe dans leurs campagnes électorales nationales tout ce qui peut les embarrasser. Absolument. Et d'ailleurs, je crois que ça ne peut qu'empirer si on continue comme ça et sans réaction. Et la réaction, je crois que c'était ce qui était un peu en filigrane aussi dans le discours de François Hollande. C'est une initiative qui redonne un peu d'espérance aux gens qui souffrent aujourd'hui, notamment dans la crise. Et cette initiative, elle ne peut venir que du couple franco-allemand. Or, justement, en filigrane, il y avait un grand divorce public désormais entre la France et l'Allemagne, que ce soit sur les questions monétaires ou les autres questions institutionnelles ou économiques. Et ça me préoccupe beaucoup. Jean-Michel Quatrepoint, comment ces débats peuvent-ils être vus de la part de nos principaux concurrents économiques ? Et je pense, puisque vous en êtes un des spécialistes, La Chine. par rapport à la Chine. La Chine, d'abord, elle a ses propres problèmes, qui ne sont pas simples. La Chine, elle a investi en euros, et elle a intérêt à ce que l'Union européenne tourne. C'est son premier client. Elle a investi, ne serait-ce qu'en obligations souveraines européennes, et elle n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une trop forte dislocation. Mais en même temps, il lui faut des interlocuteurs. Alors là aussi, elle a trouvé la facilité pour elle, jusqu'à maintenant en matière économique, c'est l'Allemagne. Quand Mme Merkel va une fois par an en Chine, elle représente, elle vend l'Airbus, très bien, mais l'Airbus c'est un produit allemand. C'est tout. Et pour les Chinois, l'Europe, c'est l'Allemagne. Il n'y a que pour l'industrie nucléaire, où effectivement, ce sont les Français, mais comme on était divisés, ça ne donne pas forcément de bons résultats. Oui, et que les transferts de technologie font aussi qu'ils vont finir par se passer de nous les aussi. transferts de technologie, ça sera C'est un autre débat. Un autre débat. Mais en ce qui concerne les États-Unis, on voit se profiler aussi un axe, d'ailleurs intéressant, entre Merkel et Cameron, en faveur du dialogue transatlantique et de la demande américaine d'avoir un traité de libre-échange total. Ce n'est pas une demande américaine, c'est une volonté européenne. Oui, mais Barack Obama, en contrepartie, demande. Mais alors, le Congrès est hostile. Oui. Le Congrès est hostile, mais en même temps, la demande européenne, et notamment allemande, car les Allemands vendent énormément, et on a découvert qu'effectivement l'industrie allemande, qui avait investi depuis 5 ans sur le marché américain, l'industrie automobile allemande est en train d'en tirer profit considérablement. Donc l'Allemagne a intérêt à ce qu'il y ait effectivement une normalisation des... Juste un point sur ce sujet. Il est question que l'Union européenne continue à conclure des accords bilatéraux, si je puis dire, avec le Japon, avec les États-Unis, de libre-échange. Or, on l'a fait avec la Corée, les premiers dans le monde, obligeant les Américains à ratifier le leur. Et en Corée, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, 50% du marché des cosmétiques est détenu par une société française qui s'appelle L'Oréal, grâce à cet accord de libre-échange. Donc, ça, c'est un sujet qui va être très difficile pour le gouvernement français actuel, surtout pour son ministre du redressement productif, n'est-ce pas ? Je crois que ce libre-échange peut aussi, si l'industrie française, notamment dans un certain nombre de secteurs, est bien soutenue, peut retrouver de la croissance. Et là, la croissance, moi, je ne pense pas qu'elle viendra de l'extérieur. Il faut aller la chercher comme ça, par ce genre d'initiative. Et là, si l'Europe reprend de la crédibilité, eh bien, je pense que peut-être que les gens vont modifier un peu leur jugement. Hugues Baudouin. Je ne veux pas avoir une syncope généralisée LCI, quand même. Hugues Baudouin, vous êtes à l'antenne, vous vouliez parler ? Syncope généralisée. Oui, simplement vous signaler effectivement pour le sommet européen, là, vendredi, on va voir cette question du commerce émerger, à la demande de la France d'ailleurs, qui a demandé à ce qu'il y ait un débat entre les chefs d'État européens sur cette question du commerce, où on va passer en revue l'ensemble des accords de libre-échange qui ont déjà été conclus, ou alors sur lesquels il y a déjà des négociations, viennent de commencer. Et on voit la position de la France, je dis très très difficile sur ces sujets, parce que notamment par exemple sur l'accord qui va commencer, les discussions qui vont commencer sur l'accord de libre-échange avec le Japon, la
France pose un certain nombre de conditions. Elle veut aussi débloquer le projet de directive sur la réciprocité concernant les marchés publics. Vous savez que la France souhaiterait que quand on ouvre un certain nombre de marchés publics à des pays extérieurs, qu'il y ait une réciprocité dans ces pays. Si ces pays ferment une partie de leur marché aux pays européens, les pays européens seraient autorisés à fermer leur propre marché aux pays tiers. Sur tous ces sujets qu'on va voir émerger vendredi après-midi, la France est assez isolée. Elle a parfois un certain nombre d'alliances avec les pays de l'Est, avec les pays du Sud, mais globalement, la France est la seule à mettre sur la table cette question du libre-échange. Merci beaucoup, Hugues. François Di Salvo, un commentaire ? Oui, disons que ce que j'entends moi, c'est que finalement on est en train de prôner une certaine forme de protectionnisme de toute façon, et je pense pas que le protectionnisme, quelle que puisse être la forme que l'on utilisera, soit la meilleure des solutions pour permettre à l'Europe de retrouver une croissance qui aujourd'hui est très molle et qui risque d'être dure plus tard. Là-dessus, à mon sens, c'est de la foutaise. Enfin bon, voilà, faut le dire carrément. Jean-Michel Quatrepoint, vous qui êtes moins catégorique sur cette question. Moi, je pense que l'Europe a beaucoup perdu quand elle a abandonné la préférence communautaire, comme l'Europe a beaucoup perdu quand elle a abandonné les grands projets, notamment les grands projets technologiques. Car les beaux projets qui existent encore, ce sont ceux qui datent des années 60-70, de coopération européenne industrielle. Or, là, une fois encore, on voit très bien que dans le projet de compromis qu'il va y avoir, sur lequel on tombera sur un compromis, bien évidemment, puisque Hollande a dit déjà d'emblée d'apparemment qu'il y aura un compromis. Donc il y aura un compromis, toujours un compromis plus ou moins mal taillé, etc. Mais sur quoi on va faire porter l'effort ? Sur les dépenses du futur, encore une fois. C'est-à-dire qu'on ne touchera pas trop à la PAC, un peu, mais pas trop. On ne touchera pas trop aux fonds structurels. C'est plutôt les investissements à venir qui vont être affectés. En fait, il a reparlé du pacte de croissance, mais son pacte de croissance, il n'y a rien dans le pacte de croissance. Il n'y a rien. C'est peanuts. Donc ça n'existe pas. Donc, encore une fois, l'Europe ne regarde pas devant. Il n'y a pas de grand projet industriel européen qui puisse mobiliser et donner un peu d'espoir aux gens. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a la défiance. C'est ce qu'on pense en France, c'est pas ce qu'on pense ailleurs, n'est-ce pas ? Jusqu'à preuve du contraire, le premier constructeur mondial d'avions s'appelle Airbus. Les Ariane Espace et les missions sur Mars sont européennes, je vous le signale. Oui, mais c'est les projets des années 70. Non, les anciens projets, rien n'a été fait. Mars, c'est pas les... Non, et je rappelle que l'Agence spatiale européenne, à l'initiative des gouvernements, au mois de décembre, vient de lancer les programmes avec les fonds pour un nouveau lanceur Ariane 6, etc. Donc ça, c'est l'avenir. Donc le risque, c'est vrai que dans cette affaire budgétaire, on coupe les dépenses du futur. Pour l'instant, c'est pas fait. Alors ne désespérons pas non plus, car on a un moral à Paris, décidément. Merci beaucoup, Hugues Baudouin. Merci de vos interventions en direct de Strasbourg. Je rappelle le titre du livre de François Di Salvo, La Grèce à l'heure du décrochage européen. C'est chez l'Harmattan. Nous, on se retrouve à 18h30 pour le oui-non. Et c'est le député maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, qui sera mon invité. À tout de suite.